Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes là avec David Engels. David Engels est universitaire et a écrit 7 ouvrages, Le déclin. Donc je pense que beaucoup d'entre vous l'ont soit lu, soit en a entendu parler. C'est un ouvrage qui a quand même marqué, il me semble, ce que l'on appelle la droite francophone. Donc il a reçu nombreuses critiques, notamment du Figaro, du Monde, de l'Express. Donc il a fait vraiment un peu le tour, je dirais en tout cas, de la droite conservatrice. Alors bonjour cher David Engels, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Oui, bonsoir et merci pour l'invitation. Je me réjouis de notre discussion. Tout d'abord, première question, quelle a été fondamentalement la démarche pour écrire cet ouvrage? Comment vous est venue cette idée de comparer la chute de l'Empire romain avec le déclin de l'Union européenne? Oui, peut-être une petite correction. Là, il s'agit de la chute de la République romaine, pas de l'Empire romain. Donc, on est vraiment au 1er siècle avant notre ère, pas au 5e après. Et on est plutôt dans cette phase de transition d'une république désossée, qui ne croit plus en elle-même, qui est sclérosée par toute une série de choses que nous comprenons assez bien aujourd'hui et qui se jette corps et âme finalement dans cette période de guerre civile, de désordre civil et qui se transforme donc d'une manière presque inévitable en un empire, disons, plutôt autoritaire et de plus en plus ossifié. En ce qui concerne la genèse de l'œuvre, c'est-à-dire moi j'ai toujours été très marqué par Oswald Spengler, dont on parlera certainement aussi plus tard, donc par cette idée qu'on puisse comparer les grandes civilisations et qu'on peut comprendre notre présent ou même d'autres époques de notre propre civilisation en jetant un regard sur les moments analogues parallèles dans d'autres civilisations. Et il se fait que j'avais dû donner un jour devant une association de profs de grec et de latin en Belgique, en fait, une petite conférence sur certains points de comparaison et certains textes venus de l'Antiquité gréco-romaine. On m'a demandé de la publier pour leur gazette, et puis c'est devenu finalement beaucoup trop lent, c'est devenu un vrai livre avec lequel j'ai fait un petit peu le tour, en recevant évidemment beaucoup de refus. Et puis c'est, à l'époque, il était appelé Le Toucan, qui l'a publié de manière tout à fait enthousiaste. Et puis quand même dire que le livre a eu un certain succès en France, mais surtout en Allemagne en fait, parce qu'il y a eu toute une série de traductions, la dernière étant publiée cette année-ci en fait en polonais. Et donc ça a fait un peu son tour de l'Europe, si on veut dire, son tour des différentes critiques, tout en étant aussi accompagné, je dirais, ou en devenant témoin, si on veut dire, du mouvement de plus en plus massif de l'opinion publique du centre vers la gauche, si on veut dire, parce que comme la traduction allemande de mon livre en 2014 a été publiée encore dans les revues du style Süddeutsche Zeitung, Norddeutscher Rundfunk, donc vraiment des médias, si on veut dire, du système, bien ancré, si on veut dire, au centre, voire même à gauche. Il y a eu des comptes rendus élogieux. Et aujourd'hui, le même livre, parfois même par les mêmes revues, est considéré étant très clairement à droite. Donc tellement finalement cette opinion a bougé. Ce qui est pour moi vraiment flagrant dès les premières lignes, c'est évidemment la comparaison avec le déclin démographique. Donc déjà, il y a des erreurs, si j'ose dire, qui sont faites au niveau des divorces, du mariage, de l'avortement notamment. Enfin, il y a beaucoup de parallèles. Est-ce que vous pourriez un peu développer cette phase au niveau du déclin démographique des peuples autochtones, si j'ose dire, entre l'Union européenne, qui évidemment, tout le monde le sait, mais avec cette république romaine?
Oui, oui. En fait, ça ne touche même pas la République romaine, mais au fond toute la Méditerranée gréco-romaine. On a pas mal de témoignages qui analysent aussi et qui témoignent évidemment de ce déclin, bah, notamment Polybe par exemple, qui l'attribue très très explicitement, non pas à des facteurs extérieurs, mais plutôt à la volonté des individus à profiter de leur vie, de leur richesse, etc., et de ne mettre au monde qu'un seul enfant pour avoir d'un côté un peu moins de travail et puis surtout pour lui léguer une plus grande fortune, etc. Et puis il y a évidemment pas mal d'autres témoignages pendant plusieurs siècles qui déplorent ce déclin démographique qui n'a donc pas vraiment de raison extérieure, mais qui reste une donnée stable. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que Auguste, par exemple, lors de cette tentative impériale plutôt autoritaire au moins de stabiliser cette mort de la civilisation gréco-romaine, bah, tente d'imposer toute une série de lois. D'ailleurs, toute civilisation qui arrive en fin de cycle fait la même chose. On voit ça aussi en Chine, on voit ça en Iran, on voit ça partout finalement dans toutes les grandes civilisations. Et ben, au fond, les citoyens romains acceptent un régime autoritaire, ils acceptent toute une série de choses. La seule chose que les Romains n'acceptent pas, c'est qu'on se mêle de leur comportement de chambre à coucher. Et en fait, c'est vraiment la seule réforme augustéenne qui restera en gros lettre morte. Il n'y aura pas de retour démographique, il n'y aura pas de retour, disons aussi, à un comportement monogame plus classique, si on veut. Donc cela semble inarrêtable. Bon, évidemment, en tant qu'historien, il faudrait peut-être ajouter que de nos jours, on voit forcément, grâce aux statistiques, très précisément comment se comporte ce déclin démographique. D'un point de vue de l'Antiquité, bah, c'est difficile de mettre des chiffres là-dessus, évidemment. Donc, c'est un gros débat, et je sais bien qu'il y a beaucoup de collègues qui disent non, même si tous les auteurs de l'Antiquité le confirment, au fond, c'est juste un topos littéraire de déplorer le déclin, mais au fond, on n'en sait rien. Mais en gros, toujours est-il que presque tous les auteurs du deuxième, premier siècle avant et du premier siècle après, tous déplorent cet état de fait, ce genre de, pourrait-on dire même de suicide collectif des Romains et des Grecs. Alors justement, je vais citer un passage à la page 90. Puisque vous êtes belge, je suis suisse, nous allons Oui, dire oui, 90 et pas j'ai entendu 90, 90. je me suis dit, enfin quelqu'un qui me comprend, donc très bien. Alors que le divorce et l'adultère augmentaient, le mariage en tant qu'institution recula. On retrouve dans le discours de 131 du censeur Metellus Macedonicus, paraphrasé par Olugel, un des témoignages les plus explicites sur cette situation. Et je cite, « Si nous pouvions vivre sans épouse, citoyens, nous nous passerons de tout cet ennui. Mais puisque la nature a imposé aux générations de ne pouvoir ni vivre avec elle sans trop de désagréments, ni vivre du tout sans elle, il faut regarder le salut et l'avenir plutôt qu'un plaisir sans durée. » Alors là, on voit évidemment le parallèle avec notre époque actuelle, du rejet du mariage. Mais comment explique-t-on, si j'ose dire, cette tendance un peu de tout temps de vouloir un peu rejeter cette institution qui semble malgré tout centrale dans la civilisation? Et puis il y a un autre passage qui est intéressant. Il y a Auguste, que vous citez, qui tenta de réglementer le mariage par des lois sur l'aménagement du mariage et sur la lutte contre l'adultère. Si cette vie solitaire vous plaît, si ce n'est pas parce que vous vous passez de femme, aucun de vous ne mange seul, ne dort seul. Ce que vous voulez, c'est la libre satisfaction de vos passions et de vos dérèglements. Vous voyez vous-même combien votre nombre est supérieur à celui des citoyens mariés, lorsque déjà vous devriez nous avoir donné un nombre d'enfants égal, ou plutôt supérieur au vôtre. Comment, en effet, les générations se perpétueront-elles? Comment l'État subsistera-t-il si vous ne vous mariez pas, si vous n'avez pas d'enfants? Ce serait une impiété, et aussi une honte si notre race périssait, si le nom romain s'éteignait avec vous, si notre ville était livrée à des étrangers, à des Grecs par exemple, ou à des barbares. Quoi? Nous affranchissons les esclaves, pour le seul motif de rendre le nombre de citoyens aussi grand que possible. Nous accordons aux alliés le droit de citer,
pour augmenter notre population. Et vous, Romains d'origine, vous qui citez avec orgueil comme ancêtres les Marcius, les Fabius, les Quintius, les Valerius, les Julius, vous désirez voir leur race et leur nom périr avec vous. Oui, en effet, si je puis dire, de belles citations que je lis moi-même très souvent, évidemment, dans les conférences que je donne là-dessus. Oui, oui, forcément, l'actualité de ces paroles devrait tous nous toucher au plus profond de notre être, parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Bon, sur les raisons évidemment de cette crise démographique, bon, il y a différentes raisons, et au fond, on les voit à la fin de chaque civilisation. Donc, ce n'est pas le propre de la civilisation gréco-romaine ni de la nôtre, mais on peut la trouver un peu partout. D'un côté, forcément, on a l'évolution des mœurs, on a l'hédonisme grandissant partout, la culture citadine, la culture du pain et des jeux, la culture de l'offre sexuelle omniprésente dans l'Antiquité comme aujourd'hui. On a l'aspect religieux qui disparaît de plus en plus aussi, forcément, la religion étant quand même pour une civilisation qui ne connaît pas une monogamie aussi stricte que la nôtre, et pour laquelle le divorce est d'emblée quand même moins disons, connoté avec des tabous religieux comme dans le catholicisme notamment, même dans une telle civilisation, nous savons que le divorce à Rome a été extrêmement rare jusqu'à très très tard. Donc il y a un aspect religieux, un tabou en ce qui concerne évidemment l'adultère quand même, surtout aussi dans les textes philosophiques, qui disparaît de plus en plus dans cette culture citadine, mégalopolitaine, qui se développe dès le IIIe siècle partout. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est l'aspect social. Avant, quand vous aviez une civilisation de petits fermiers, de petits artisans, fonder une famille, c'était pas juste un projet de loisir, c'était une nécessité matérielle quelque part. Que ce soit le fermier, l'artisan, il avait besoin d'une épouse et d'enfants pour l'aider, pour transmettre quelque chose, pour transmettre sa ferme ou son atelier à un fils, à avoir des enfants pour pouvoir l'aider, d'avoir des filles à marier peut-être aux collègues, aux cousins, aux voisins, que sais-je. Donc, je veux dire, c'était le mariage et la famille était un aspect social extrêmement ancré. Mais bon, dès la première et surtout la deuxième guerre punique, avec la dévastation de l'Italie, avec la naissance des grands latifundia un peu partout, avec la montée de l'importance de l'esclavage, avec les petits fermiers qui doivent quitter leur ferme, qui se retrouvent dans un genre de sous-couche de proto-prolétariat dans des immenses villes telles que Naples, telles que Rome, ou beaucoup d'autres, où ils se nourrissent, où ils vont d'un petit job à l'autre et où font leur garantie, elle vient de l'État, qui leur verse justement qui leur donne la possibilité d'avoir accès régulièrement à des céréales, etc. pour survivre. Tous ces raisons d'être de famille au fond n'ont plus exactement la même importance. Donc tout à fait comme ce qu'on a connu évidemment aussi en Europe dès le début de l'ère moderne. Donc on a en gros des facteurs assez similaires qui jouent par-ci, par-là, et c'est ça évidemment comment dire, qui rend ce problème démographique tellement complexe, parce il vient pas de l'extérieur ou ne vient pas que de l'extérieur, mais il semble être bien intégré dans une dynamique civilisatoire si bien décrite par des gens comme Spengler ou Toynbee déjà il y a une centaine d'années. Vous expliquez aussi un peu plus loin que justement, beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas de revenus suffisants se suicident, en fait, elles n'ont pas de famille capable de pouvoir les soutenir. Et donc, ces personnes étant pauvres, et la vie était tellement difficile, qu'ils doivent malheureusement se suicider. Oui, oui, tout à fait. Ça fait partie, disons, des évolutions un peu moins bien attestées dans l'Antiquité, mais quand même, on a là aussi des traces qui nous montrent une situation extrêmement difficile
des personnes âgées, parce qu'évidemment, avec la famille aussi enfin avec la famille nucléaire, il y a tout le concept de la famille large où plusieurs générations vivent sous un toit qui s'effondre à Rome tout comme aujourd'hui. Et donc forcément, la génération la plus âgée, elle se retrouve seule à ce moment-là aussi, tout comme aujourd'hui. Donc avec forcément les mêmes conséquences. Donc tout le monde tient finalement en vie grâce de plus en plus à la politique sociale de l'État, mais en tant que tel, d'avoir toujours un rôle dans la transmission familiale, dans l'entreprise familiale, etc., ça devient de plus en plus difficile. Il faut imaginer Rome comme une ville immense au 1er siècle avant notre ère, qui approche le million d'habitants sur un terrain extrêmement petit, et où on a des conditions de vie donc très modernes, très denses, très je veux dire avec tous les désavantages et avantages d'un certain point de vue aussi d'une ville en métropole, alors qu'en même temps les campagnes se désertifient partout en Italie ou sont exploitées justement par des esclaves avec des immenses propriétés dans les mains d'une caste équestre et sénatoriale, un peu comme quand aujourd'hui vous traversez la France, surtout le nord, et que vous voyez qu'il n'y a plus des petites parcelles, des petits champs bien divisés, bien séparés les uns par rapport aux autres, mais ces immenses exploitations qui sont forcément dans les mains de quelques grandes entreprises agricoles. Ce n'était pas tellement différent, mutatis mutandis évidemment, des conditions vers la fin de la République. Alors, vous l'avez dit, le catholicisme a eu une place centrale, évidemment. Enfin, a encore une place, mais malheureusement de moins en moins centrale. Mais notamment sur le divorce, on sait que c'est la franc-maçonnerie qui, dans son agenda, a voulu rétablir le divorce. Est-ce qu'il y a eu une infiltration similaire, je dirais, à l'époque romane? Est-ce qu'on peut aussi considérer qu'il y a eu une infiltration ou c'est juste l'évolution des mœurs, comme vous le supposiez précédemment? Question fort compliquée, évidemment, sur les deux volets, sur les deux fronts. Aujourd'hui, comme jadis. Je dirais que, et au fond, ça va probablement nous accompagner aussi sur beaucoup d'autres points. On a toujours deux volets. On a d'un côté ce volet presque, comment dire, qui semble instoppable, si on veut, du déclin civilisationnel tel qu'il se passe dans toutes les grandes civilisations. Et je puis dire que j'écris justement un ouvrage un peu plus large, justement, de comparaison de toutes les grandes civilisations humaines, où je tente de montrer ça d'une manière beaucoup plus systématique. Donc, on voit bien que des facteurs comme immigration de masse, déclin démographique, dissolution de la famille, déclin du religieux, montée d'un genre de polarisation sociale avec une caste de milliardaires, si on veut, etc., etc. Bon, tout ça, c'est pas des choses très nouvelles, mais on les voit à chaque fois. Donc, ça semble être inscrit un peu dans les gènes de chaque civilisation. D'un autre côté, évidemment, il y a des symptômes intellectuels, de gens qui accompagnent ça, de philosophes qui incitent à profiter de la vie, de ne pas se tracasser, de carpe diem, hein, de profiter de la journée, de ne pas trop se tracasser si les dieux existent ou pas, parce que de toute façon on n'en sait rien. Bref, de vivre plutôt comme s'il n'y avait que la matière et de ne pas trop se tracasser de la morale, des dieux, de la religion, de la politique, mais tout simplement de profiter de ce qu'il y a là. Un genre de philosophie un peu hédoniste, ça, on le voit à la fin de chaque civilisation. Et là, évidemment, il y a une certaine responsabilité, si on veut, de la part d'une telle philosophie ou littérature ou d'un tel art, parce que forcément, c'est lu, c'est consommé, et donc d'une certaine manière, ça influence. Et puis, il y a forcément aussi toute une caste de gens qui en profitent et qui, voyant vers où
ou vient le vent d'un certain point de vue, essayent de se mettre aussi eux-mêmes dans cette direction-là parce qu'ils voient, voilà, on en profite. Je veux dire, les profiteurs de guerre, comme on pourrait les dire, qui sont les premiers à favoriser la prochaine guerre une fois cela expérimenté. Et ça évidemment, ça s'applique non seulement au domaine militaire, mais aussi au domaine social et à tous ces différents points. Et forcément, on sait bien que dans une civilisation qui ne connaît plus euh, une certaine solidarité entre les citoyens, où tous les espaces, ou les espaces référentiels comme les dieux, la patrie, la région, le village, la famille, disons que tous ces espaces de référence de soi auxquels on est quelque part euh, comment dire, par rapport auquel il faut s'expliquer aussi soi-même et qui sont un peu le tiers qui regarde l'interaction du soi avec la société, eh bien, quand tout ça disparaît, ça va à l'avantage du domaine politique, forcément. Le citoyen devient la victime atomisée d'un pouvoir politique omnipuissant et il n'y a plus rien, plus aucun ensemble de solidarité qui puisse le protéger. Donc, d'un certain point de vue, pour une certaine élite politique ou pour ceux qui sont au pouvoir, ben, quand on veut éviter une révolution, forcément, on essaie d'atomiser la citoyenneté. Donc, disons, c'est des très vieilles règles relativement logiques qui s'appliquent un peu à toutes les époques, on va bien dans l'Antiquité, qui sont aussi par certains moments conscientisées, par d'autres moins, euh, et qui représente certainement comment dire, une analogie. Et donc pour en revenir à l'Europe, forcément, on voit au moins dès le XVIIIe siècle une haine de la religion, une haine de la famille, une haine d'un certain patriotisme, etc. Et d'un autre côté, cette utopie d'un monde éclairé, très clairement hiérarchisé en même temps, mais hiérarchisé à la matière d'un ensemble presque initiatique, où degré d'initiation et pouvoir politique ne font qu'un, un monde où il n'y aurait plus de différence, où il n'y aurait plus que des individus, où il n'y aurait plus que l'humanité, et où tout ce qui est nation, famille, civilisation, etc., religion, aurait disparu. On voit très clairement dans les écrits des auteurs de la Lumière dès le XVIIIe siècle que c'est ça le but qu'on veut atteindre et ça va main dans la main avec ce qui arrive en effet. Donc, comment dire, c'est un ensemble un peu inséparable, c'est difficile de dire quel est le symptôme, quelle est la cause, mais en tout cas, cette évolution main dans la main, on la voit très bien en Europe, on la voit, vu les sources, un peu moins bien à Rome ou dans d'autres civilisations, mais quand on regarde pour les indices, évidemment, on peut en trouver pour montrer que ça a toujours été relativement semblable. Bon, c'est presque frustrant hein, quand on vous lit. C'est brillant et c'est frustrant. C'est brillant parce qu'évidemment, vous répertoriez toutes les analogies et c'est exceptionnel. Mais c'est frustrant parce qu'on se dit, mais en fait, on revit exactement la même chose, quasiment à la lettre. Enfin, c'est assez incroyable. On va encore aborder d'autres points, d'autres exemples, évidemment, comme ça on pourra encore vraiment comprendre, mais nous parlions avant enfin, vous avez brièvement abordé le sujet des céréales. Il y avait des subsides qui étaient donnés et qui étaient un enjeu politique en fonction, évidemment, de qui était au pouvoir. Et Rome donnait des céréales jusqu'à hauteur pour les 350 000 personnes sur le million d'habitants, ce qui est absolument gigantesque au vu de l'époque. Et on voit évidemment la même chose de nos jours, où des subsides sont donnés à tort et à travers l'Union européenne, mais évidemment toujours en défaveur des autochtones. Alors peut-être pourriez-vous expliquer ce point précis et comment aussi expliquer que les mêmes erreurs soient faites, même pour cela. Bah, c'est le pain et les jeux, hein. Je veux dire, d'un côté, quand vous regardez ça juste selon le point de vue de l'intérêt de l'élite et des populations, bah, forcément, euh,
la caste politique, elle est à Rome, même encore vers la fin de la République, elle est dans l'obligation d'avoir une certaine acceptation politique de la part des citoyens qui quand même régulièrement votent. Bon, évidemment, il n'y a pas un vote égal comme aujourd'hui, mais avec une certaine division de classe, mais bon, quand même, il y a une certaine importance que la population soit calme, alors que d'un point de vue objectif, sa situation est horrible. Sous la fin de la République, au fond, une grande partie de cette population de Rome survit la main dans la bouche, comme on dit, seulement grâce à la nonne, grâce à ces subsides ou ces aides sociales payées par l'État. Et donc, on essaye comment dire, de calmer cette population par une politique du pain et des jeux. Forcément, panem et circenses comme le moyen idéal d'occuper, d'amuser une population qui ne va plus trop se tracasser parce qu'on lui livre plus ou moins gratuitement de quoi survivre et on la stimule visuellement à longueur de journée, comme aujourd'hui. Je crois qu'on n'a pas vraiment besoin d'insister là-dessus. Et bon, évidemment, ça stabilise l'élite au pouvoir. Le citoyen, soit il ne vote pas, soit il vote en faveur de celui qui lui propose le plus d'aide sociale, mais à part cela, le citoyen ne va pas trop s'immiscer, il n'a même pas la possibilité, il devient, comment dire, il devient le client du domaine politique, il sait que lui-même, il n'est rien, il n'a plus sa ferme, il n'a plus son petit atelier, il n'a pas sa famille, donc il est totalement vulnérable et il n'a de la force que en masse ou parfois il y a certains moments populistes où le peuple fait un petit peu de pression, on essaie de le calmer, où il y a parfois des petits accidents politiques qui peuvent arriver, mais en gros on essaye de le calmer grâce à cette politique de la nonne. Euh, et donc aujourd'hui, au fond, c'est un peu la même chose. C'est difficile comment dire, d'éviter cette situation, tout comme aujourd'hui, quand vous voyez le nombre de personnes qui vivent de l'assistance sociale et ce nombre va s'accroître. Comment éviter cela? Parce qu'il faut aussi dire que ce n'est pas seulement un problème, disons, entre population autochtone ou population immigrée, mais que, en gros, cette polarisation sociale éjecte aussi les gens des régions, des villages, de leur indépendance, les amène dans la grande ville. Et de l'autre côté, il y a évidemment des gens qui en profitent. On en a déjà parlé, ces immenses exploitations agricoles, des immenses usines, des latifundia à Rome. Donc, d'un côté, on essaye de spolier les individus d'une vie stable et autonome. Il faut bien en faire quelque chose quand ils arrivent dans les grandes villes où ils peuvent être dangereux. Donc, on a cette sédation, si on veut, avec le pain et des jeux, et on en fait un genre comment dire, de supporters potentiels. Alors, tout ça va bien pendant un certain temps de croissance, comme chez nous, mais vers la fin de la République, évidemment, quand les crises s'accumulent, quand le système ne fonctionne plus comme avant, quand il y a des crises économiques, quand il y a des crises politiques aussi, surtout en politique étrangère, qui se passent. Alors là, on voit évidemment très vite comme cette masse peut être politisée et que subitement se forme alors une certaine clientèle ou ces différents groupes qui s'attachent à l'un ou à l'autre politicien, qui promet évidemment les comment dire, qui promet plus d'aide sociale aux uns ou qu'aux autres pour gagner les élections. Et à la fin, cela peut très vite se transformer d'une clientèle purement politique en clientèle militaire, comme c'est alors le cas sous les guerres civiles et puis finalement l'Empire. Y avait-il aussi, par exemple, une volonté d'abrutir les masses? Parce que là, vous évoquiez des pains et des jeux, mais clairement ce qui est en jeu aussi en Europe de l'Ouest, en Occident. C'est-à-dire c'est ce que Renaud Camus appelle le petit remplacement, c'est l'industrie de l'hébétude, c'est la grande déculturation, c'est une volonté évidemment de détruire les intelligences pour un meilleur contrôle.
puisque aussi, ce qu'on évoquait à l'instant, c'est que derrière le pain, il y a aussi une volonté de contrôle. Par exemple, en Suisse, il y avait une votation sur le revenu de base universel. Donc, c'est le revenu de base RBI, revenu de base inconditionnel. Donc, évidemment, quand on entend inconditionnel, on comprend bien que ce sera à condition. Y avait-il aussi des mécanismes similaires au niveau de l'abrutissement des masses afin d'avoir un meilleur contrôle sur eux? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est propre à notre modernité? Une fois de plus, c'est difficile à l'époque, tout comme aujourd'hui, de trouver maintenant noir sur blanc des textes ou des preuves qui n'analyseraient pas seulement cet état de fait, mais qui diront excellente, c'est une bonne idée, c'est ce qu'on veut faire. Hein, parce que forcément, ceux qui penseraient comme cela seront les derniers probablement à mettre cela noir sur blanc d'une manière vraiment tout à fait probante. Mais dans l'Antiquité, on trouve très clairement chez Salluste, par exemple, mais aussi chez Cicéron, chez Tite-Live, etc., chez un peu tous les auteurs, ce fait de déplorer que une population qui jadis était patriotique, responsable, qui croyait dans les dieux, qui avait ses références solides, qui avait sa vie de famille, qui avait visiblement une certaine connaissance au moins du culte et de sa propre histoire, deviennent une masse un peu amorphe, abrutie, cosmopolite. Ça, c'est presque un standard dans la littérature de la République tardive. D'ailleurs, ce qui m'a toujours très frappé, même si c'est difficile vraiment d'aller beaucoup plus loin que les quelques citations que j'ai mises dans le livre, mais on voit que c'est aussi un problème culturel. Donc on oublie notamment d'un point de vue collectif, par exemple les dieux, très littéralement à la fin de la République, un grand nombre des dieux traditionnels étaient littéralement oubliés, c'est-à-dire on en connaissait encore le nom, mais on n'avait plus aucune idée de la fonction qu'ils pouvaient avoir eue il y a quelques générations. Et donc, il y a des temples qui sont vides, il y a des prières dont on ne comprend plus le sens, qu'on ne transmet que phonétiquement. Il y a une corruption du calendrier qui fait en sorte que les sacrifices propres aux différentes saisons ne peuvent même plus être organisés parce que, voilà, le sacrifice, par exemple, de printemps, on est en automne à un certain moment pour le faire, ce genre d'événements-là. Et donc Cicéron, il dit à un moment que voilà, nous les Romains, nous traversons notre ville comme des étrangers. Nous ne connaissons plus finalement les rites, les dieux, les noms, etc. Et puis ça se voit aussi, donc je veux dire, cette perte d'identité collective, très explicitement mentionnée par les auteurs, est aussi confirmée par le fait que Auguste et tout le régime autoritaire impérial qu'il tente d'installer se base en grande partie sur la volonté de recréer cette identité par un genre d'encyclopédisme, antiquarianisme, où on va essayer de réécrire l'histoire de Rome, on va reconstruire les temples, on va, si on a oublié à quoi Dieu servait, en gros, on va l'inventer, sans trop le dire aux masses. On va réinventer d'une manière assez créatrice toute une série de sacrifices et de rituels pour justement donner à nouveau une assise identitaire à cette Rome qui était en train visiblement de se dissoudre aussi d'un point de vue identitaire. Alors justement, là, c'est parfait, ça me permet de faire cette transition, parce que justement, et là je vais vous citer, pour l'identification personnelle, 7% de la population place la religion parmi les 3 premières valeurs. Pour l'identification institutionnelle, ils ne sont plus que 3%. Donc là, évidemment, c'est selon un sondage que vous avez pour l'Union européenne. Donc on voit déjà, à notre époque, à quel point peu de gens en Europe s'identifient au christianisme comme religion de base, et surtout définissant leur identité. Et j'aimerais citer aussi un autre point qui me semblait très intéressant à la page 114. Voilà. Donc là, on voit déjà aussi le travail fait par divers intellectuels. Vous citez une lecture qui a été faite à Amnesty Oxford Lecture. Donc je vais citer
euh, le conférencier. Un jour, durant le temps des questions-réponses après une conférence à Dublin, on me demanda ce que je pensais des cas d'abus sexuels commis par des prêtres catholiques en Irlande, très présents dans les médias à l'époque. J'ai répondu que les dommages causés par ces abus, aussi horribles soient-ils, sont toujours moins importants que les suites psychologiques au long terme occasionnées par le fait d'éduquer un enfant dans la foi catholique. Il s'agissait d'une remarque spontanée, faite dans l'ardeur de la discussion. J'ai été surpris que cela me vaille des applaudissements enthousiastes de la part du public irlandais. Donc, en effet, on voit déjà à quel point il y a une détestation du christianisme dans notre civilisation. Je vais vous citer aussi, vous, à la page 114. Critiquer le judaïsme, c'est risquer d'être accusé d'antisémitisme et donc de national-socialisme. Au Danemark, quelques caricatures du prophète mettent en ébullition le monde arabe. Dire des religions tribales qu'elles sont primitives, c'est risquer de se voir traité d'impérialiste et de chauviniste. Mais face au christianisme, tout est permis. Plus les autorités religieuses chrétiennes se confondent en excuses pour les croisades, l'Inquisition, le colonialisme, la collaboration avec le fascisme, les écarts de certains prêtres, etc., et plus elles se discréditent au lieu de s'humaniser. Effet pervers de la bonne volonté. Alors que d'autres religions gagnent de plus en plus de crédibilité spirituelle en Europe, sans pour autant affronter leur passé. Et là, évidemment, ça c'est une... J'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus. J'ai reçu l'universitaire aussi Guillaume Bernard, qui me disait la chose suivante. Il postulait que la laïcité, notamment, était un bon outil pour notre époque pour contrer l'islamisation de la société. Et moi, ce que je lui répondais, c'est que je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment contrer l'islamisation avec la laïcité, puisque quelles ont été les conséquences de cette laïcité? Laïcité, c'est la déchristianisation et l'islamisation. Et pour moi, justement, la laïcité, il faut quand même le rappeler, qui est un outil maçonnique, n'a eu qu'un seul but, c'est la déchristianisation. Et donc mettre sur un pied d'égalité tous les cultes. Or, et là c'est très révélateur dans le sondage et évidemment dans tout ce que vous écrivez, mais le christianisme, comme le disait très bien aussi Donoso Cortés, enfin l'Europe, c'est la civilisation catholique. Alors comment expliquez-vous aussi cette détestation du christianisme de la part de nos élites, de la part aussi des Européens, parce qu'évidemment, il y a un grand travail qui est fait, notamment, évidemment, le fait que l'Église ne doit être plus qu'une seule chose, soit une ONG immigrationniste, droit de l'homiste et sensible à la cause écologique, ou évidemment une industrie à pédophiles. Oui, 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 tout à fait. Je souscris tout à fait à ce que vous venez de dire concernant la laïcité. Elle est la porte d'entrée de la déchristianisation. Je veux dire, on pouvait encore comprendre une certaine logique de la laïcité à un moment où l'Europe était entièrement chrétienne. On pouvait encore se dire, bon voilà, de toute façon, nous sommes tous des chrétiens, mais au moins dans le domaine politique, on va essayer d'être objectif ou neutre ou autre chose. Je veux dire, d'un point de vue de l'argumentation, on pouvait encore suivre, mais la conséquence logique combinée à l'immigration de masse, c'est dire voilà, maintenant on a une petite communauté de que sais-je 10 000 musulmans, donc voilà, désormais on n'a plus que pas plus une religion, mais deux. On a des chrétiens et des musulmans, et quand il y en a 500 bouddhistes qui arrivent, on en a trois quelque part. Et c'est un peu ça la logique du laïcisme, c'est-à-dire de vouloir éviter à tout prix la reconnaissance du fait que le christianisme n'est pas juste une religion par hasard présente sur le continent européen, mais que le christianisme est inséparablement lié, voire sous sa forme actuelle, enfin occidentale en tout cas, rigoureusement identique même à la civilisation européenne. Donc quelque part restreindre le christianisme à quelque chose de privé,
qu'on fait comme d'autres collectionneraient des timbres ou aimeraient bien cuisiner, c'est totalement absurde parce que forcément, quand on est chrétien, quand on croit en Dieu, quand on croit en l'immortalité de l'âme, quand on croit au dogme du catholicisme, par exemple, ce n'est pas quelque chose qu'on peut restreindre à sa vie privée. C'est une foi qui anime forcément toutes les actions sociales et politiques, à la fois en tant qu'électeur que en tant qu'homme politique. On peut pas en faire abstraction. Si on croit vraiment, on a l'obligation d'exercer sa foi. Donc le dogme principal même de la laïcité, c'est-à-dire la religion reste en dehors de la sphère publique, ne fonctionne pas, ou en tout cas fonctionne juste si tout le monde est chrétien. Mais à partir du moment où on a plusieurs religions qui sont actives, la conséquence logique, c'est de décroître massivement l'importance du christianisme et subitement donner la même place à des religions qui ont beaucoup moins d'impact sur la formation de notre identité et donc dès lors affaiblir, voire même détruire notre identité. Et ça, c'est précisément évidemment ce qui se passe aujourd'hui. Et on voit comme cela se passe rapidement. Bon, évidemment, déjà en 1789, ou plutôt 1788, la plupart des gens auraient dit, voilà, la France reste un pays profondément catholique. Et puis on voit 1 ou 2 ans après, subitement, les églises sont démontées et les curés pendus. Donc on voit que disons, cette crise de l'Église, elle remonte déjà quelques siècles de certains points de vue. Mais toujours est-il que durant ces dernières années, quand on voit les statistiques des fréquentations des églises le dimanche, par exemple, ou la fréquentation des séminaires, ben on voit une décroissance massive, une implosion historiquement inouïe. Je crois que c'est d'ailleurs l'un des facteurs que de futurs historiens dans quelques siècles vont probablement avoir le plus de mal à comprendre et qui pour eux d'une grande distance sera probablement même l'un des faits les plus marquants du XXe siècle, c'est la quasi-disparition du christianisme en à peine 2 générations, si on veut. Et donc la situation en Irlande, ben, vous l'aviez cité. Moi actuellement, je vis en Pologne. Ici, je suis à Varsovie, et je vois que même en Pologne, réputée ultra-catholique, etc., cette déchristianisation, elle est en train de se passer devant mes yeux en quelques années à peine, en 10 ans, 15 ans. La fréquentation des églises a chuté de manière massive. Et pour la petite histoire, bah là, on vient d'avoir un nouveau gouvernement ici en Pologne et la future ministre de la Famille, qui appartient au parti Lewica, donc la gauche, s'est fait photographier avec notamment une chemise sur laquelle on voit un enfant avec un parapluie. Et ce parapluie le protège de centaines de croix qui tombent du ciel. Donc elle met ça comme t-shirt pour montrer il faut protéger les enfants de l'influence du christianisme, être le parapluie qui protège les enfants de la religion. Donc ici, on est en Pologne catholique, ça fait à peine quelques jours que cette dame est devenue ministre. Et donc, évidemment, vous pouvez vous imaginer ce qui va se passer ici, dans ce pays réputé être si conservateur et catholique en quelques années. Donc c'est vraiment une disparition, et cette fois-ci une disparition voulue, euh, de l'encre identitaire principale de notre civilisation, et d'ailleurs qui n'était pas juste un encre culturel ou institutionnel, mais qui est l'encre essentielle qui liait notre civilisation à la transcendance, et c'est-à-dire au fait de reconnaître qu'au-delà de notre existence journalière, matérielle, etc., il y a quelque chose de plus important, d'éternel, à laquelle nous participons et qui devrait définir finalement nos actions de tous les jours. C'est le christianisme qui nous servait de relais, si on veut, vers l'éternité. Et là,
très clairement, il faut pas être conspirationniste pour dire que c'est évidemment voulu depuis des siècles. Hein, chasser la femme à Balakalote, c'est des paroles que j'ai encore connues même dans l'université où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années à Bruxelles, qui est encore aujourd'hui résolument anti-chrétien, qui le verbalise et qui donc il y a vraiment ces milieux qui ont une haine farouche non seulement de la religion en tant que telle, mais précisément du christianisme qu'ils veulent détruire d'une manière très 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 volontaire et ciblée. Et ça, c'est aussi évidemment l'un des facteurs, une fois de plus, qui accompagne. Donc on a d'un côté ce déclin religieux qui est typique pour toutes les civilisations tardives, et puis on a évidemment aussi cette haine de l'éternel, cette haine de la transcendance, cette volonté de tout réduire au matériel et donc de justifier finalement aussi tout un système de pouvoir qui est mis en place grâce à ce procédé-là. Et la laïcité, c'est le voilà, c'est l'outil très pratique pour faire ça et se draper d'un genre de manteau de tolérance, alors qu'au fond, c'est exactement le contraire qui est en train de se passer. Oui, alors je suis désolé d'insister là-dessus, mais je veux quand même reciter encore une fois ce conférencier, parce que c'est quand Mmh. même... J'invite les gens qui nous écoutent à remplacer le mot catholique par n'importe quelle autre religion. Je ne suis pas sûr que ça soit reçu dans une telle indifférence. Alors, je répète la citation de ce conférencier. J'ai répondu que les dommages causés par ces abus, aussi horribles soient-ils, sont toujours moins importants que les suites psychologiques au long terme occasionnées par le fait d'éduquer un enfant dans la foi catholique. Donc, être abusé sexuellement, c'est moins pire que d'être éduqué dans la foi catholique. C'est incroyable. Je vais aussi donner un exemple pour que les gens se rendent compte un peu peut-être, parce que c'est un exemple que j'avais aussi donné avec Guillaume Bernard. En Suisse, nous avons aussi des vents qui viennent de France, et peut-être même qui viennent de Belgique, sur justement le thème du burkini. Et c'est vrai que c'est un thème qui vient souvent, notamment avant l'été. Il faut quand même une petite dose de propagande sur ce sujet. Et je crois que c'était la municipalité ou le canton de Genève avait autorisé le burkini. Et des gens dits de droite, mais qui sont à droite de l'échiquier politique à l'heure actuelle, mais qui sont au final des gens de gauche, ce sont des libéraux. Ils font partie un peu du parti macroniste de Suisse, qui est le PLR. Et quel était l'argument? Évidemment, ils sont présentés comme des gens de droite, ce qui est quand même fantastique. Mais c'était au nom de la laïcité, le PLR désapprouve le burkini, en gros. Donc on voit bien déjà aussi, je trouve, l'arnaque au niveau du vocabulaire utilisé et de la manière dont c'est présenté pour défendre de telles positions. Ouais. Bah, C'est... il y a un problème de, je dirais, comme vous faisiez déjà allusion à ça, au conservatisme libéral quelque part. Il y a beaucoup de gens, je crois, qui ressentent une fois de plus dans leur trip que la transformation culturelle, surtout de l'Europe occidentale, d'un espace relativement homogène culturellement, en une cohabitation multiculturelle de plus en plus sous les auspices de l'islam est quelque chose de dangereux et d'historiquement, comment dire, d'une importance fondamentale parce qu'on assiste à une transformation du continent européen en quelque chose de totalement différent de ce qu'il a été, avec des suites qui vont s'étaler sur des générations, des centaines, peut-être même des siècles, peut-être même des millénaires. Donc on assiste vraiment à quelque chose de fondamentalement historique. Et donc je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le sentent, mais ils ne savent pas que la seule manière de l'affronter, c'est plutôt d'être fier de sa propre culture, de son identité, et donc forcément aussi de la religion qui l'accompagne et sans laquelle cette identité tombe en pièces.
mais qui plutôt croit que le propre de l'être européen, c'est justement ces valeurs européennes qui sont au fond juste les valeurs ultralibérales des années 1980, si on veut. Et donc, quand moi je vois beaucoup de prétendus conservateurs qui disent voilà, il faut protéger notre identité et donc il faut par exemple protéger les gay pride contre le fondamentalisme musulman. Bah, moi je me dis bah non, c'est pas ça les deux alternatives qui existent. On n'est pas soit juste dans la totale disons dissolution identitaire dans un peu le n'importe quoi post-historique ou dans le fondamentalisme musulman, mais il y a encore autre chose et ça c'est le voilà, c'est notre foi chrétienne, c'est la tradition chrétienne qui désapprouverait très fortement de choses comme la gay pride. Et donc, quelque part, cette tentative d'une idéologie qui, au fond, est fondamentalement à gauche et qui se présente comme libérale et qui domine pas mal de gens qui se considéraient eux-mêmes comme conservateurs, est extrêmement dangereux. Et donc, moi, j'avoue que sur toute une série de points, et je vais être très honnête là-dessus, j'ai plus d'atomes crochus avec la critique de la décadence actuelle de la civilisation occidentale telle qu'elle est formulée par pas mal de musulmans, qu'avec certains pseudo-libéraux conservateurs qui disent non, c'est nos valeurs européennes qu'il faut défendre tout coûte que coûte. Là, je dirais, ben voilà, je suis loin d'être maintenant un fan de l'islamisation de l'Europe, mais sur toute une série de points, sur ce qui concerne l'analyse de ce qui ne va pas dans notre civilisation, ils ont raison. Pas surtout. Et évidemment, leur angle est un autre. Leur angle, c'est pas de nous aider à guérir, pour ainsi dire, et de restaurer, si on veut, une Europe chrétienne. Mais en tout cas, en ce qui concerne le diagnostic, qui d'ailleurs ne touche pas seulement nous, mais même eux-mêmes, parce que quand on creuse un petit peu tous les conflits identitaires que la jeunesse immigrée musulmane a pour le moment, ben, elle est extrêmement affectée aussi par ces phénomènes de décadence occidentale. Mais je crois que là, on a un vrai problème de la droite, soi-disant libérale, qui est devenue otage, si on veut, de valeurs qui sont fondamentalement à gauche. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est de revenir à un état de fait qu'on a connu dans les années 1980, 1970, où on pouvait, en gros, euh, vivre tous nos vices sans les conséquences. Et là, maintenant, les conséquences se sont installées et eux, au lieu de dire, ben voilà, ça s'annonçait déjà au début, non, ils voudraient juste revenir à l'état du début où il y avait encore un certain équilibre qui était possible. Et c'est cet équilibre-là, artificiel, passager, transitoire, euh, qu'on voit bien dans des films sympathiques. Quand vous pensez, on est un peu de la génération de que ce soit Friends ou How I Met Your Mother. Hein, cette lente déconstruction, c'est amusant, voilà. D'un côté, on a toujours certains repères, mais en même temps, on s'en moque. Donc, ce jeu-là, qui n'est qu'un moment de transition, ben, eux, ils voudraient l'avoir d'une manière permanente et eux, ils se croient conservateurs parce qu'ils veulent juste revenir à ce moment-là où le déclin ne s'annonçait pas encore ouvertement. Oui, bon, il y a beaucoup de points, mais vous avez très bien cerné, évidemment. Mais c'est soit nous sommes transphobes, soit nous sommes islamophobes. Mais en effet, c'est le piège qu'on nous tend pour nous faire imposer soit la gay pride, soit l'islamisation de notre Europe. Alors, c'est très, moi, comme vous, hein, et peut-être aussi comme Alain Escada que j'ai reçu récemment, puisqu'il s'est opposé au programme EVRAS, donc qui est le programme scolaire pour les jeunes enfants en Belgique, qui vient évidemment de l'OMS sur la sexualisation des enfants, mais ce n'est pas le sujet. Mais tout ça pour dire évidemment que c'est Alain Escada, donc belge catholique, qui a fait un discours devant des femmes musulmanes qui étaient évidemment de son côté sur ce sujet précis, c'est-à-dire contre la perversion des jeunes enfants à l'école. Et ça, c'est en effet tout le paradoxe de notre monde ou de notre époque, puisque d'un côté,
on importe des populations immigrées avec des mœurs à l'opposé des nôtres, et d'un autre côté, on leur impose notre décadence et nos gay pride, ce qui crée en fait un cocktail extrêmement explosif et ce qui amènera probablement au chaos. Oui. Euh, Autre point peut-être, moi je n'habite pas Varsovie contrairement à vous, mais je suis allé à Varsovie il y a un an et il est vrai que j'étais très choqué déjà de ce sondage. Hein, seulement 7% des Européens s'identifient au christianisme, mais lorsque je suis allé à Varsovie, il y a des églises tous les 100 mètres. Enfin, j'ai dû visiter 15 églises différentes en l'espace d'un week-end. C'est assez impressionnant le nombre d'églises qu'il y a à Varsovie. Alors peut-être pourriez-vous malheureusement, si j'ose dire, déconstruire ce mythe de l'Est de l'Europe très conservateur, d'extrême droite, etc. Alors je ne sais pas si vous connaissez aussi bien la Hongrie que la Pologne, mais peut-être pour les gens qui nous écoutent, qu'ils comprennent un peu quel est l'état d'esprit des personnes qui sont à l'Est et qui sont dits extrêmement conservateurs, alors que visiblement ils acceptent la gay pride, l'avortement, le divorce, tous ces mots qui malheureusement nous tuent à petit feu. Mhm. Oui, volontiers. Bon, en ce qui concerne la Hongrie, évidemment, je connais un peu moins bien. Là, je peux vous conseiller juste d'inviter mon collègue et ami Ferenc Almasi qui pourrait parler très bien sur cette situation-là. Euh, Bon, il y a différents facteurs. Quand on parle maintenant de la religion, en grande partie, c'est évidemment un mythe qui tient surtout à la Pologne. La Tchéquie, c'est parmi les pays les plus athées de l'Europe, donc de toute façon, il ne compte pas. En Hongrie, on a les deux religions, on a le catholicisme et le calvinisme surtout. J'ai l'impression que, disons, là, il n'y a pas une ferveur spirituelle comparable à celle qu'on puisse avoir en Pologne. La Slovaquie, bon, elle est un petit pays qui, sans vouloir insulter qui que ce soit maintenant, ne fait pas nécessairement le poids, etc. Donc c'est surtout quand on parle des pays Visegrad, en tout cas à la Pologne que ça tient. Et la Pologne qui est évidemment un pays, qui était un pays extrêmement catholique et patriotique, parce que justement on a ici cette situation un peu particulière que voilà, être catholique en Europe occidentale, c'est un peu banal. Hein. Si vous êtes français catholique, ben voilà, il y a des catholiques en Italie, en Espagne, en Portugal, en Belgique. On est parti de l'Allemagne, donc ce n'est pas un caractère qui vous distingue de quelqu'un d'autre. Mais les Polonais sont les seuls dans cette région, donc ils sont un genre d'îlot de catholicisme avec le protestantisme de couleur un peu prussienne à l'ouest et évidemment l'orthodoxie à l'est. Donc en plus, eux, ils sont parmi les rares peuples slaves à avoir adopté aussi un alphabet latin à cause de leur catholicisme, etc. Donc, c'est quand même quelque chose de relativement particulier et cette adhésion au catholicisme euh, à une époque où les Prussiens ont essayé de les assimiler, les protestantaliser de l'Ouest, et les Russes ont essayé de faire la même chose à partir de l'Est. Ben, ça a créé un genre de fusion entre patriotisme polonais et foi catholique. Mais c'est en train de se dissoudre, très clairement. Durant ces quelques années que j'habite ici, je vois que la fréquentation des églises est en chute libre. On est toujours à un niveau plus élevé qu'en France, mais on voit que, malheureusement, j'ai pas les chiffres en main, mais vous pouvez les trouver aisément sur l'Internet. On a vraiment une décroissance massive de la fréquentation des églises qui va probablement continuer. Donc il y a certains risques que la Pologne adopte tôt ou tard le modèle irlandais. On a aussi toujours dit, ah voilà, pays ultra-catholique, et en quelques décennies, ça a fondamentalement changé. Il y a certains risques que cela se passe d'une manière un peu similaire, ou en tout cas qu'il restera peut-être à peine un genre de catholicisme patriotique, mais pas nécessairement quelque chose de très profond. Certes, il faut encore attendre longtemps, mais j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on est en train d'aller. Et donc, quand on parle, disons, du conservatisme plus en général des populations ici en Europe
en Europe occidentale. Oui, oui, c'est vrai, pour plusieurs raisons. Forcément, on a des raisons historiques qui font en sorte que durant l'époque socialiste, d'une manière un peu paradoxale, même les régimes socialistes, communistes étaient au niveau des mœurs euh, plus conservateurs que leurs collègues dans le monde capitaliste. Donc au fond, je veux dire, sur tout ce qui était, disons, vision de famille, un certain patriotisme historique, une certaine cohésion identitaire. Curieusement, la guerre froide a conservé certaines visions relativement classiques que le capitalisme, le libéralisme en Europe occidentale a dissous depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a un peu de ça qui est resté. C'est des populations artificiellement homogènes. Elles ne l'étaient pas jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais alors avec toutes les brassages et les mouvements de population et cette création artificielle de nations homogènes, on a en effet maintenant une situation où 98% probablement de la population de Pologne est polonaise, c'est-à-dire blanche, polonophone, avec des racines dans la région, plus ou moins, et attachée d'une manière ou d'une autre quand même au christianisme. Donc ça explique évidemment une certaine homogénéité, euh, mais là aussi, on assiste tout doucement à un déclin. D'un côté, ce narratif anti-patriotique, anti-national fait son petit chemin. On voit bien, il y a à peine quelques semaines, que le PiS, le parti donc conservateur, chrétien social, si on veut, a perdu les élections, en tout cas n'était plus capable de former un gouvernement. Donc on a quand même allé de plus en plus de gens qui préfèrent un chemin plus en phase avec une vision plutôt macroniste. Si on veut dire de l'identité, les familles, là aussi, sont quand même en phase de devenir des familles nucléaires et là, actuellement, commencent quand même aussi à se dissoudre. La Pologne est le pays avec l'une des natalités les plus basses de toute l'Europe. Donc c'est une population en chute libre, un peu comme la Hongrie aussi d'ailleurs, et cela en dépit de toutes les tentatives de favoriser la natalité. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. C'est dû aussi au très grand nombre de femmes actives dans le domaine du travail, car il faut savoir ici, très simplement, les salaires reste assez bas alors que le prix de la vie est en train d'augmenter et donc la plupart des familles normales, ben, la femme elle doit aller travailler. Il y a pas moyen, même si on le voulait, d'avoir un modèle conservateur du style l'homme travaille, la femme reste à la maison. Ici, financièrement, c'est impossible pour la plupart des foyers. Dès lors, les deux parents travaillent. Dès lors, on peut pas avoir plein d'enfants, forcément, les infrastructures ne sont pas là non plus, l'argent n'y est pas non plus, et forcément, ça crée aussi alors une vision des sexes, disons, de plus en plus européanisée, et les suites, on les voit déjà maintenant quand même avec le taux de divorce, et tout cela va continuer. Idem pour les LGBT, là où j'ai enseigné ici en Pologne, chaque année, j'avais des étudiantes qui voulaient être appelés avec des prénoms masculins, aussi toute une série d'étudiants où on voit visuellement que voilà, on n'est pas dans le schéma traditionnel, disons. Donc tout ça est en train de se développer très rapidement. Euh, Parce que forcément, à partir du moment où chaque jeune tire sa plupart des informations sur la vie en général de Netflix, de son smartphone, des réseaux sociaux, etc., c'est les conséquences obligatoires. Et malheureusement, le gouvernement précédent n'a pas été capable de créer une alternative crédible aussi pour les jeunes et a donc perdu les élections. Donc c'est pour ça que je mettrais un peu en garde certains auditeurs de tomber dans un genre d'idéalisation de l'Europe de l'Est où l'Église est encore au milieu du village. Certes, c'est mieux qu'en France, ça c'est clair, mais
il y a une certaine congruence qui est en train de se passer. Ça peut aller aussi relativement vite que ça aille dans ce sens-là. Donc, venir ici, c'est d'un côté revenir un peu en arrière au niveau du temps, ce qui peut être très agréable, mais en même temps, c'est ce que moi j'ai depuis 5 ans, c'est-à-dire revivre une seconde fois tout ce qu'on a déjà vécu, peut-être il y a une vingtaine d'années en Europe occidentale, et ce, en accéléré. Euh, Après, on va clore ce chapitre justement, mais il n'y a pas, par exemple, parce que je sais, sauf erreur de ma part, mais qu'en Hongrie, par exemple, il y a une réduction d'impôts pour les familles ayant plus de 3 ou 4 enfants, je ne sais plus précisément. Mhm. Donc la Pologne n'applique pas non plus cela. Parce que, en effet, le problème qu'il y a en Europe de l'Ouest, c'est qu'il faut 2 salaires pour pouvoir subvenir aux besoins. Et donc, en plus de la crise du logement, des familles renoncent à avoir plusieurs enfants parce que leur logement ne leur permet pas d'accueillir justement un enfant supplémentaire. Donc la Pologne n'est pas une exception à cette règle, visiblement, de destruction de la famille. Non, malheureusement pas. Bon, c'est sûr que le gouvernement polonais aurait pu encore plus s'inspirer du modèle hongrois pour essayer de rétablir la courbe. Mais d'après ce que je sais, en tout cas du modèle hongrois, évidemment, c'est difficile à dire parce qu'il faudrait voir des statistiques au long terme. Mais d'après ce que je vois, il y a donc quand même des dépenses, ou en tout cas, il y a des incitatifs très massives. Mais il me semble qu'en Hongrie, on est un petit redressement, mais on est loin des 2 voire 3 enfants qui serait nécessaire vraiment à changer la situation. Donc on reste quand même toujours, si je comprends bien, en tout cas, soit en dessous, soit peut-être justement au niveau peut-être de conservation de population, mais mais seulement aussi grâce à un effort immense. Euh, euh, où c'est difficile à dire si jamais maintenant le gouvernement Orban changeait, si vraiment ça allait, si allait continuer. Et donc évidemment, l'une des conséquences, comme vous le disiez d'ailleurs en Pologne, c'est que il y a déjà maintenant, il y a un manque flagrant de main d'œuvre, où la Pologne a essayé par l'importation de jusqu'à 2 millions de travailleurs ukrainiens avant la guerre, hein, de pallier un peu à ce défaut-là à trouver les personnes nécessaires. D'un certain point de vue, les Ukrainiens sont pour les Polonais ce que les Polonais sont pour les Allemands, c'est-à-dire ceux qu'on importe parce qu'ils sont bien qualifiés et parce qu'ils font des jobs que la population autochtone ne veut plus trop faire, aide-soignante, l'artisanat, les ouvriers, etc., etc. Mais bon, maintenant, cette main-d'œuvre ukrainienne, elle fait de plus en plus défaut, forcément. Les hommes ont été rappelés à la guerre ou ont profité de certaines ouvertures sociales, plutôt en France ou en Allemagne. Et donc, la Pologne, hélas, et ce déjà sous le gouvernement précédent, n'a pas misé sur, disons, une modernisation, l'intelligence artificielle, etc., comme les Japonais, hein, qui ont essayé de massivement utiliser le facteur électronique virtuel pour pallier à tous ces problèmes-là. Mais les Polonais ont commencé aussi à importer des travailleurs du Pakistan, d'Indonésie, des Philippines, du Vietnam ou autre chose. Voilà, on est au tout début de tout cela et on nous annonçait déjà que ça allait être juste provisoire, n'est-ce pas? Et que une fois leur tâche accomplie, qu'ils allaient revenir chez eux. Mais bon, venant d'Europe occidentale, on connaît ces discours. Et ceci dit, d'ailleurs, juste pour clore peut-être cet excursus-là, je ne suis pas absolument sûr si le modèle japonais qui vise à, au fond, éradiquer le facteur humain et le remplacer par plutôt le facteur ordinateur, soit tellement fondamentalement mieux à l'alternative de l'immigration de masse. J'ai l'impression qu'on a là 2 facteurs également problématiques pour notre vision de la société et que la seule façon normale, c'est d'avoir
de produire sa propre main-d'œuvre, littéralement. Mais bon, face à une société qui ne veut plus avoir des enfants, qui ne peut plus avoir des enfants, qui, disons-le ouvertement, même génétiquement, a de moins en moins la possibilité de procréer, parce que nous savons tous que c'est un problème immense dont on parle très peu, mais que la fécondité à la fois des Européennes et des Européens est en chute libre, eh ben c'est très difficile de trouver une solution face à ces trois dilemmes. Tout à fait, surtout que oui, il y a des problèmes avec l'alimentation, avec le pharma, et tout cela se répercute sur notre santé. Et ça, c'est évidemment plein de choses qui sont cachées. Peut-être, c'est quelque chose qui m'intéresse. Y a-t-il les mêmes droits entre les étrangers et les autochtones en Pologne? Parce que il est vrai que, encore une fois, vous avez soulevé le faux problème, c'est-à-dire que pour le Japon ou ailleurs, c'est soit on est xénophobe, soit on est contre le progrès. On nous pose toujours deux fausses solutions pour évidemment nous induire en erreur. Et notamment, ces temps, nous parlons beaucoup du Danemark comme un modèle conservateur, puisqu'en plus ce sont des gens de gauche, donc si c'est des gens de gauche, c'est évidemment mieux. Donc ces gens sont contre l'immigration. Bon, très bien, mais en tout cas, ce qui est toujours aussi le problème, je trouve, c'est qu'il n'y a, à ma connaissance, pas la volonté du gouvernement de favoriser toujours les autochtones. C'est-à-dire qu'on arrête l'immigration, mais en fait, il y a tellement d'immigrés que si on laisse les choses comme ça, en fait, ce sera quand même malgré tout fini pour l'Europe. Je suis en train de préparer une vidéo, comme ça les gens pourront aller la voir, j'espère qu'elle sortira bientôt, sur une votation qui aura bientôt lieu en Suisse. En Suisse, on veut limiter la Suisse à 10 millions d'habitants, d'individus, n'est-ce pas? Mais très bien, mais à aucun moment, si vous voulez, dans la votation, ce n'est précisé si c'est des nains, si c'est des géants, si c'est des Asiatiques, si c'est des Africains, si c'est des Américains. On ne, on ne précise pas du tout la composition de ce que devrait être la Suisse, c'est-à-dire une Suisse chrétienne, européenne, donc blanche, en tout cas à majorité. Et ça, ce n'est précisé à aucun moment. Donc, au final, que l'on vote, ou que les Suisses votent oui ou non à une Suisse à 10 millions d'habitants, la seule chose qui va changer, c'est le temps de notre décès. Donc, si les Suisses votent non à cette votation, bah, ça ira plus vite. Et s'ils votent oui pour une Suisse à 10 millions d'habitants, bah, évidemment, la mort sera plus lente. Mais si on ne définit pas la composition de ce que doit être la Suisse, il est vrai que ça posera problème. Donc là, je Mmh. parlais évidemment de... Désolé pour cette grande digression, mais le Non, non, non. Danemark, ça me fait penser aussi à cela. Tout le monde est content que enfin, les gens se plaignent que les gens de gauche soient contre l'immigration et les gens de droite sont très contents de cela. Mais ça ne change pas au fait du fait qu'il y ait une égalité entre l'étranger et l'autochtone au niveau de ses droits, en tout cas au niveau d'une grande majorité de ses droits. Donc est-ce aussi la même chose avec la Pologne? Ça, c'est difficile à dire. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas vraiment occupé de l'aspect légal. Ce que je sais, c'est en tout cas quand on avait ces 2 millions d'Ukrainiens ici, c'est que forcément leur intégration ne posait pas de problème, vu qu'ils partageaient l'histoire, vu qu'ils partageaient une langue très 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 similaire, vu qu'ils partageaient la religion, même si beaucoup étaient orthodoxes ou orthodoxes catholiques, mais en tout cas voilà, on reste quand même aussi entre chrétiens. On a une histoire partagée entre ces deux pays-là. Donc, physiquement, forcément, de toute façon, c'est absolument rigoureusement identique. Donc, l'intégration des Ukrainiens dans la société polonaise était, je dirais, certainement encore plus facile que probablement celle d'Italiens en France, par exemple, hein, ou de Français en Suisse ou en Allemagne, voire plus facile. Euh, donc cette partie-là, je crois, ne peut pas être comparée avec le souci maintenant de l'intégration d'étrangers venant des pays musulmans ou subsahariens en Europe occidentale. Maintenant, je ne sais pas très bien quel est le statut, disons, des étrangers qu'on apporte actuellement depuis quelques années d'ailleurs en grand nombre pour construire tous ces gros projets
que la Pologne a lancé. On nous dit, d'après ce que je sais, en tout cas, qu'il s'agit donc de travailleurs à statut provisoire qui sont ici pour quelques années jusqu'à ce que leur contrat soit terminé et qui ensuite, en théorie, euh, devraient revenir dans leur pays d'origine. Je crois que c'est ça l'idée générale, mais le problème, c'est évidemment qu'on est dans un contexte européen et que probablement pour beaucoup de ces ouvriers-là, une fois étant ici, je ne suis pas tout à fait sûr s'ils auront envie de retourner au Pakistan ou si, voilà, juste avant la fin de leur contrat, ils vont se mettre dans le bus et aller en Allemagne pour réclamer l'asile ou autre chose et s'y faire nationaliser tôt ou tard. Donc il y a toujours un peu ce risque-là et en même temps, c'est bien qu'aussi, sur un point de vue, enfin d'un point de vue européen, qu'il y a de plus en plus de lois sur le rapatriement familial, sur les réunions familiales, et que voilà, les choses ne se passeront peut-être pas comme le gouvernement préalable l'aurait voulu, d'autant plus que tout ce que le gouvernement préalable a pu décider, et peut-être même toutes les sécurités qu'il a probablement mises en place aussi, comme je supposerais, ne vont certainement pas être maintenues par le gouvernement actuel, qui lui, au contraire, est très favorable finalement à cette normalisation de la Pologne. Donc ça, ce sera un vrai risque. Il faudra vraiment voir comment cette histoire-là va continuer. Mais d'une manière ou d'une autre, vous avez parfaitement raison dans le sens que ce débat sur l'immigration ou non, au fond, est devenu inutile parce que cette immigration, elle est là. Elle est là maintenant depuis 3 générations, et donc ce n'est pas, je veux dire, même en stoppant maintenant, comme les Danois veulent le faire, comme en gros cela s'est passé ou aurait dû se passer en tout cas en Pologne et en Hongrie, parce que je sais que les Hongrois importent aussi pas mal de personnes d'Asie du Sud-Est. Mais en gros, même si on pouvait dire zéro accueil nouveau, le problème resterait le même, c'est-à-dire le fait qu'on a une population qui culturellement n'est toujours pas et ne veut toujours pas s'assimiler à un cadre général qui, lui, est de toute façon totalement fragmenté, en train de disparaître, voire qui est même haï et détesté par la plupart des élites politiques. Donc, on a des gens qui veulent pas s'assimiler à quelque chose qui soi-même ne veut surtout plus exister, en gros. Et je dirais que c'est ça le problème principal, d'autant plus que là, on parle d'étrangers, d'immigrés, mais le problème, c'est que beaucoup de ces personnes-là sont ici depuis 3 générations, en tout cas en France. On a un phénomène d'immigration qui remonte maintenant presque à un siècle. Bon, surtout un demi-siècle en ce qui concerne un nombre plus massif, mais ce sont quand même des gens qui, depuis lors, voilà, il y a 3 générations qui sont écoulées, il y a eu des mariages entre différentes civilisations, entre différents groupes, etc. Donc, détricoter ça d'un point de vue juridique, comme certains qui favorisent le mot magique rémigration voudraient le faire, moi, juridiquement, pour la plupart des cas, euh, je ne vois pas comment cela pourrait se faire d'une manière vaguement claire et propre avec des gens qui sont ici depuis 3 générations, qui se sont intermariés avec des Européens de souche. Donc le problème pour moi, oui, certes, il faut stopper l'immigration, mais il faut surtout savoir comment intégrer ce qui n'a pas voulu s'intégrer, comment créer des incitatifs à une assimilation. Et quand on parle d'intégration, il faut toujours se dire intégration dans quoi. Et donc le premier pas à faire, ce n'est pas nécessairement faire une politique migratoire ou intégratoire, mais surtout réfléchir qui sommes-nous, et en revenir à une certaine fierté, à un certain patriotisme, à une certaine définition relativement claire de ce que nous voulons être. Et de ce point de vue-là, peut-être pour revenir au livre, Le Déclin, c'est de ce point de vue-là que beaucoup d'autres civilisations tardives peuvent nous aider, au moins en partie, parce qu'on voit qu'il y a une dissolution, un effritement des identités traditionnelles par le phénomène de migration de masse qui se passe à la fin de chaque grande civilisation. Et la définition originale, c'est-à-dire on est romain, chinois, égyptien, iranien,
parce qu'on a des parents, romains, chinois, égyptiens, etc., ben ça ne fonctionne plus parce qu'il y a trop de gens qu'on ne peut plus identifier d'un point de vue ethnique. Il faut créer un nouveau cadre d'intégration qui soit plutôt basé sur la bonne volonté de s'intégrer que d'un droit quelconque lié au sang ou aux ancêtres. Et c'est précisément ce qui va se passer sous Auguste, c'est-à-dire qu'on aura cette création d'un concept de romanité, de romanitas, assez inclusive, où on peut devenir romain, non pas parce qu'on a un père ou une mère qui serait romain, mais parce qu'on veut l'être. Mais alors il faut en donner des preuves, il faut apprendre le latin, il faut vénérer l'empereur, il faut participer au culte, il faut porter la toge, il faut participer aux élections politiques, il faut se présenter soi-même, il faut faire preuve d'un certain mécénat par rapport à d'autres, il faut servir dans l'armée. Et à fur et à mesure que on franchit ces différentes étapes et qu'on montre la preuve que même si on vient d'Illyrie, d'Afrique, de Syrie ou quoi que ce soit, mais qu'on montre que là où on est, on veut être romain ou devenir romain, et bien là aussi, on a cette possibilité, peu à peu, d'en recevoir les différents droits de citoyenneté et d'être alors reconnu entièrement et de recevoir un nouveau nom et de savoir que soit de soi-même, soit de ses enfants, en tout cas, sont considérés totalement en tant que citoyen romain. Et donc ça permettra en relativement peu d'années à avoir même des empereurs qui viennent de la périphérie de l'Empire, qui n'ont pas du tout des vrais ancêtres romains, et qui pourtant font une politique romaine patriotique, identitaire, tout ce qu'on veut. Il me semble que ce soit là la vraie clé du futur, comment créer cette identité européenne qui puisse être le cadre d'intégration pour ceux qui viendraient d'autres cultures et qui n'auraient pas encore fait cet effort d'intégration et qui permet aussi des stades intermédiaires. Je veux dire, tout le monde n'est pas, en tout cas à Rome, n'est pas obligé de totalement s'identifier, mais plus que quelqu'un s'assimile volontairement, et plus des portes s'ouvrent pour lui. Oui, tout à fait. J'allais dire justement là, vous faites évidemment référence à l'assimilation, mais on assimile des individus, mais pas des peuples. Et il est vrai que là, nous sommes arrivés à un tel point et que ce n'est plus possible. Pour moi, l'assimilation, enfin, dès que quelqu'un me parle d'assimilation, à l'heure actuelle, hein, je le considère comme un ennemi parce que l'assimilation, pardonnez-moi, contribue à ce que Renaud Camus, en reprenant Aimé Césaire, appelle un génocide par substitution. Et là, on arrive justement au prochain point, qui est peut-être le mot de fin. C'est que je pense que les gens qui nous écoutent l'ont bien compris. Moi, je considère que ce n'est pas un suicide, hein, parce que je pense que vous connaissez évidemment l'ouvrage de Douglas Murray, qui n'est pas une référence pour moi, L'étrange Oui. suicide de l'Europe, je crois, ou de Mhm. Zemmour, qui n'est non plus Strange pas tellement Suicide of une Europe. référence pour moi, qui parle de suicide français. Mais au fil de notre discussion et au fur et à mesure aussi de tous ces parallèles, parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment, je remonte encore une fois à l'écran, tous les parallèles sont incroyables et je me dis, vraiment sans vous offenser, si vous le savez, même si vous êtes un universitaire, etc., d'autres personnes l'ont étudié, d'autres personnes l'ont lu, donc théoriquement, on pourrait penser que des gens euh, à l- qui sont à l'Union européenne ont conscience de tous ces maux qui ont rongé la République romane. Donc il y a, comment dire, peut-être déjà des connaissances, et puis après aussi un inconscient collectif. Alors on a parlé de la laïcité, on a parlé de la Révolution française, il y a beaucoup de choses évidemment. Bon, moi je pense évidemment que ce n'est pas un suicide, mais que c'est un meurtre, et que beaucoup de gens contribuent en fait à cela. Mais que l'on pense que ce soit un meurtre ou un suicide, vous, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui nous écoutent au vu de tous ces points? Parce que, bon, désolé pour ces grandes digressions encore une fois, mais Mhm. voilà, on achète l'ouvrage de notre cher David Engels, on le lit, on trouve ça extrêmement intéressant, mais on se dit, bon,
David Ingalls a brillamment tout expliqué. Là, on est malheureusement parfaitement dans cela. Il a permis de relater toutes les analogies possibles. En fait, là, on est déjà, c'est terminé. En fait, on pourrait considérer que c'est terminé, que toutes les erreurs commises par la République romaine ont été faites par l'Union européenne. Et là, on n'attend plus que, enfin, après moi le déluge. Bah, justement pas, parce qu'il y a quelque chose qui vient après la République. Parce qu'on parle, comme je disais initialement, on parle pas de la fin de l'Empire, qui n'attend plus que être renversé par tel ou tel barbare finalement, et qui de toute façon avec le christianisme s'était déjà transformé en quelque chose de très 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 différent de ce qu'il était à la fin de la République. Ici, on est dans autre chose. Il y a quelque chose qui se passe après la République, et ça c'est évidemment l'Empire. Et je crois que c'est ça justement qui donne aussi une réponse à ce que vous disiez initialement avec le problème d'assimilation, parce que le succès du modèle assimilatoire romain qui a réussi non seulement à assimiler des populations massives à l'intérieur des grandes villes d'Italie, mais qui a réussi à assimiler l'entièreté de la Méditerranée, qui est comme un gros bloc, quand vous voyez que l'Empire romain a réussi à assimiler les Gaules, il lui a imposé même encore vers la fin de la République, sa langue, ses dieux, ses mœurs, ses habits, et que nous parlons maintenant français justement à cause justement de ce succès d'assimilation. Bien, la clé évidemment pour comprendre comment ce modèle a pu s'installer et vraiment fonctionner, c'est évidemment cette phase de transition qui s'est faite d'une manière extrêmement violente. On a eu les guerres civiles, on a eu une militarisation inouïe de l'Empire, on a eu un degré de violence incroyable avec vraiment un génocide littéralement de toute l'élite romaine, dont à la fin, il ne restait plus que quelques branches collatérales. Donc, on a une omniprésence de la violence et au final, un genre de compromis impérial proposé par Auguste, qui a dit, donc quand il a réussi à se hisser avec des mains littéralement sanglantes au pouvoir, qui a eu ce génie, quand d'ailleurs tous les premiers empereurs dans tous les autres grands empires, de se dire voilà, maintenant on arrête le carnage. Moi, je ne vais pas imposer un régime, disons, comment dire, totalitaire, style César, mais au contraire, je propose un compromis. On va essayer de garder ce qu'on peut des anciennes structures, des anciennes élites, etc. On va restituer l'histoire, on va pas être dans la rupture, mais on va plutôt être dans l'acceptation de l'entièreté du passé. On ne rentre pas dans quelque chose de nouveau, mais on rétablit plutôt un état initial idéal, un genre de nouvel âge d'or. Et de fait, évidemment, l'empereur contrôle tout parce qu'il est le chef des armées, mais il laisse une ouverture aux élites en disant si vous jouez le jeu, vous pouvez exercer du pouvoir. Donc c'est l'inverse de ce qu'a fait César, c'est l'inverse de ce qu'a fait en Chine, par exemple, le Qin Shi Huang. On est plutôt dans un modèle d'intégration politique qui a donc très bien marché, mais qui fonctionnait toujours avec la menace. Si maintenant quelqu'un rend ce compromis, alors la rétribution va être sanglante. Et donc c'est avec ça en arrière qu'on comprend que cette politique assimilatoire aussi ait été possible, parce qu'elle n'était pas juste basée sur la bonne volonté ou un discours mondialisant, etc., mais en sachant que là, il y a quelqu'un qui est l'empereur, qui contrôle toutes les armées, et qui si jamais la question du pouvoir était posée, qui pouvait être extrêmement rapide et extrêmement violent. Et donc, c'est pour ça que je crois que ce modèle assimilatoire romain est différent de ce qui pourrait se faire aujourd'hui, mais si nous rentrons, comme je le crains, mais c'est une question ouverte, aussi dans une phase beaucoup plus chaude de ces conflits, on pourrait se retrouver à la fin de cette phase de conflit à
tout à fait des autres possibilités d'imposition de nouveau d'identité européenne et d'intégration ou d'assimilation d'autrui qu'aujourd'hui on pourrait le croire. Donc, juste pour dire que ce que vous disiez, qui parle d'assimilation est un ennemi ou un traître, ici dans le modèle romain, ça se passe évidemment d'un point de vue très différent. Et donc, bon voilà, cet empire, comment le gérer? On m'a souvent reproché, voilà, Engels au fond, il se fait l'avocat de la dictature, il veut un empire européen, il veut un État autoritaire, etc. Euh, Ce n'est pas le cas. C'est le fait que plutôt je sois moi-même, disons, prisonnier presque peut-être, je ne sais pas, de cette vision en analogie de l'histoire. Le déclin, c'est juste un petit extrait de l'entièreté des sujets sur lesquels je travaille. Et donc, cette conclusion me semble tellement inévitable que voilà, je crois que la seule possibilité qu'on a, c'est soit de ne rien vouloir voir et de se terrer quelque part à la campagne, ou de se dire voilà, l'Europe, elle va passer par ces phases d'abord de désordre, et puis on aura un genre d'État de ce style-là que nous verrons, si je peux dire en tant que conservateur, d'un regard un peu ambivalent. Parce que d'un côté, cette reconstruction identitaire, ce retour volontaire à la religion, cette volonté de recréer des institutions, d'avoir un État, disons, avec un relativement charismatique, si on veut, avec quelqu'un qui soit à l'écoute de ces peuples, qui puisse planifier à la longue. Bon, là-dedans, il y a des choses qui ne sont pas du tout antipathiques, mais d'un autre côté, ça se passe évidemment au prix de la liberté. Bon, qu'on a déjà en grande partie perdu maintenant, mais quand même, là, disons, ça se formalise, ça devient concret, et d'une certaine fausseté, parce que c'est un jeu. Les Romains étaient obligés de faire comme si, ah merci, cher Auguste, maintenant la République elle est installée et on sait bien que tu n'es pas du tout notre empereur, mais juste un magistrat comme tous les autres et nous sommes libres. Merci. Donc ce jeu-là, bah, quand on est fier, quand on connaît son histoire, on peut comprendre que beaucoup de sénateurs à la langue étaient dégoûtés de ce jeu d'une république restituée, alors que de fait, il s'agit, quand on creusait un petit peu, d'un genre de dictature militaire. Mais en même temps, la plupart des sénateurs, surtout conservateurs, n'ont pas apprécié, mais ils avaient compris qu'il n'y avait pas d'alternative à ça, parce que le retour à la République aurait impliqué le retour aux guerres civiles, aux massacres, au génocide, et que ce compromis augustéen était la meilleure solution qui était faisable sur le moment. Et c'est pour ça que moi-même, je ne suis pas non plus enthousiaste face à une évolution analogique ou analogue en Europe, mais cela me semble plus ou moins inévitable. Et donc l'appel aussi à la fin du livre, c'est de dire voilà, si on va vers là, bah, autant mettre nos efforts, euh, accepter d'un certain point de vue cette mortalité de notre civilisation et cette phase qui semble nous attendre, mais faire en sorte justement qu'elle puisse se passer sous les auspices d'un certain, justement, d'une certaine droiture, d'un certain conservatisme, d'un certain retour honnête et pas seulement rationaliste à la religion, à la transcendance, qu'il intègre un maximum de liberté et donc on ne doit pas attendre jusqu'à la toute dernière seconde pour voir un État militaire s'instaurer, mais plutôt d'essayer en sorte d'en arriver là tant que certains instincts démocratiques ou en tout cas libertaires sont encore présents. Donc c'est un peu complexe en tant que réponse, mais c'est vers cela que, en tout cas, c'est sous ce point de vue-là que je verrai le futur et que je verrai cela à la fois comme la seule solution. Peut-être comme petite coda à ce que je viens de dire, parce que vous parliez de suicide et je ne veux de l'Europe et de notre civilisation et je ne veux pas
raté l'occasion de sortir le bon mot qui m'était venu en tête au début de notre discussion, tant que ça n'a pas encore été enregistré, comme un genre de compromis peut-être entre différentes possibilités. Que le mot suicide, oui, on l'a d'un côté, d'un autre côté, on a ceux qui disent non, c'est un meurtre. Moi, je dirais suicide assisté. Euh, Parce que voilà, le suicide, il ne se passe pas, il ne vient pas de n'importe où. Il y a des forces qui l'assistent, qui essayent de le vendre même comme quelque chose de positif et qui forcent un petit peu la main à ceux qui se suicident, mais sans une certaine volonté de suicide, ce serait difficile d'avoir le suicide assisté. Mais en même temps, il faut dire aussi que notre civilisation est faible, comme chaque civilisation tardive. Nous sommes à la fin d'une évolution. Presque toutes nos valeurs, toutes nos espérances, toutes nos utopies ou idéaux se sont écroulés. La croyance en le christianisme s'est évaporée. La croyance en le progrès, plus ou moins aussi. La croyance en la raison, elle n'est plus là non plus. La nation, en tant que le seul élément qui peut sauver un peuple, personne n'y croit non plus. En gros, donc plus ou moins tous les rêves qu'on aurait pu avoir durant 1000 ans d'histoire sont tous, enfin, on est devenu cynique par rapport à ça. Notre histoire de l'art, elle est terminée. Une fois qu'on arrive sur un carré blanc sur fond blanc, c'est fini. On peut plus continuer à développer quelque chose. Une fois qu'on arrive dans la musique dans la tonalité, l'histoire de la musique, elle est terminée. Donc, dans presque tous les domaines de notre histoire de l'art, et ce d'un point de vue purement logique, on est arrivé à une fin à partir de laquelle il n'y a que le retour, le pastiche, où on recommence au début quelque part. Et c'est un peu là-dedans que nous sommes, et les gens le savent. Ça devient lourd à porter. On est cynique, on est tard. Il n'y a plus de vraies possibilités de continuer. Il n'y a plus de grandes épreuves à venir. Il n'y a plus grand-chose à découvrir. Il n'y a plus que une administration du déclin, une administration des immenses problèmes qui se sont accumulés partout autour de nous, dont nous sommes partiellement responsables. Donc, au mieux, tout le monde sait, et on le sent dans ses tripes une fois de plus, que le futur sera moins bien que le présent. Les enfants savent maintenant qu'ils n'auront jamais ce que leurs parents ont, et les parents savent souvent que probablement leurs parents avaient encore même mieux. Donc, il n'y a plus que ça qui reste finalement. Et donc, c'est assez logique que face à ça, il y ait qu'une petite minorité peut-être qui est le cran de se dire, bah nous, c'est notre mission de défendre déjà ce qu'on a, même si on sait qu'on est les derniers à le faire, qu'on le fait par devoir, par croyance, mais pas par espoir en le succès au long terme d'une quelconque cause, à part peut-être un succès impérial augustéen. Et il est logique que l'écrasante majorité soit déjà des êtres humains, si j'ose dire, post-historiques, qui s'en fichent, qui veulent avoir leur paix, qui veulent passer leur journée dans le centre commercial, et qui veulent surtout qu'on les embête pas trop avec une culture qui s'est déjà largement éteinte, qui devient trop complexe et trop lourde pour la porter sur ses épaules. C'est un peu ça la situation dans laquelle nous sommes, et je crois que tous les jeunes qui nous écoutent devront vraiment se rendre compte que c'est un combat qu'on prend, non pas parce qu'on veut un succès rapide, pas parce qu'on croit, voilà, on se serre les coudes et alors on aura une victoire éclatante et le futur de l'Europe est assuré pour les 1000 ans à venir, et on aura une nouvelle renaissance ou Dieu sait quoi. Non, non, c'est un futur très tardif, un futur très défensif qui nous attend, un peu comme celui de l'Empire romain, qui peut encore certes avoir ses phases de gloire et de triomphe, mais qui est une civilisation qui se pétrifie de plus en plus. C'est ça qu'il faut savoir, mais il faut aussi savoir que c'est de notre devoir, et que les valeurs pour lesquelles nous combattons
si ce ne sont pas juste des valeurs d'un pur patriotisme culturel, mais d'une adhésion à la foi chrétienne, européenne, occidentale, que c'est un combat pour ce que nous estimons être le bien, le beau et le juste, et que ce combat-là, il est nettement plus important que la victoire qui puisse en ressortir. C'est pour ça que nous combattons et qu'une fois cela bien compris, nous n'avons même pas d'autres alternatives qu'à le poursuivre jusqu'à la fin, à la nôtre, à celle du combat, à celle de l'Europe. Mais ce combat, il faut le mener. Il n'y a pas d'alternative si on ne veut pas sortir totalement de l'histoire et finalement se déqualifier comme être humain responsable. Cher David Engels, merci beaucoup vraiment pour tout votre temps. Je rappelle votre ouvrage, Le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romane. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner et on se voit très vite pour une prochaine entrevue. À bientôt. Merci pour l'invitation.